Oi quasi pierdo un contratto de 5 million porc mi colga decidio bolvidar reservar mi vuelo. Pensez que era el final de mi carra, hasta que mi hermano, el suyo del cliente, apareció en vidéo lamada. Vamos, esto se volvió épico. Ma boss avait refusé de réserver mon billet d'avion pour décrocher un contrat de 5 millions de dollars. Elle m'avait carrément insulté, en balançant quelque chose comme « Pourquoi est-ce qu'on traînerait des déchets avec nous ?» J'avais encaissé sans rien dire, parce que je savais quelque chose qu'elle ignorait complètement. Le PDG de l'entreprise cliente, c'est mon frère. Alors je lui ai simplement souri et je lui ai souhaité bonne chance pour sa fameuse réunion. Aujourd'hui encore, on parle d'un deal à 5 millions. Tu crois que je devrais amener les déchets? Je suis resté bouche bée quand j'ai entendu Carla prononcer ces mots. Elle riait de l'autre côté du fil, comme si elle savourait chaque seconde. Et quand l'appel s'est terminé, elle a coupé son téléphone, rendant toute nouvelle tentative de contact impossible. Tout avait été préparé à l'avance. Tout, sauf le fait que Carla ne savait absolument pas que mon frère dirige l'entreprise avec laquelle nous négocions. Je l'ai appelé tout de suite et il m'a mise sur la liste d'attente du prochain vol. J'ai toléré ces petits pics jusqu'ici, mais là, j'en peux plus. Carla va devoir affronter les conséquences. Pour me présenter, je m'appelle Juliana, j'ai 26 ans et je bosse dans le service commercial d'une société de négoce. Mes propositions de vente sont généralement bien reçues, et je reste souvent en tête du classement grâce à mon attitude positive, mes compétences relationnelles et ma connaissance précise de nos produits. Dans l'entreprise, j'ai déjà reçu pas mal de distinctions, au point qu'on me qualifie souvent comme la référence du service commercial. Mais pour être honnête, mon parcours n'a pas toujours été aussi simple. Quand j'ai commencé à travailler juste après le lycée, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Comme je ne connaissais pas suffisamment nos produits, certains clients repartaient déçus, et mes négociations échouaient régulièrement. Avec du recul, je me rends compte que j'ai toujours détesté étudier et que je tentais de décrocher des contrats uniquement en misant sur ma capacité à bien parler. Je n'avais aucune envie de poursuivre mes études après le lycée, donc je suis entré directement sur le marché du travail. Enfant, j'étais constamment comparé à mon frère, le petit génie de la famille. Peu importe l'énergie que j'y mettais, mes notes restaient loin derrière les siennes. J'avais ce sentiment bizarre que mes parents me jugeaient en silence chaque fois qu'ils le félicitaient. J'étudiais jour après jour, j'avais des tuteurs, je suivais des cours supplémentaires, et je n'avais presque jamais de temps pour moi. Malgré tout ça, j'ai à peine dépassé les 600 points au SAT. Pendant ce temps, mon frère frôlait les 1600 points et recevait son admission dans une grande université. Quoi que je fasse, je n'ai jamais pu le dépasser ni répondre aux attentes que mes parents semblaient avoir pour moi. Quand j'ai compris que, peu importe mes efforts, je n'atteindrais jamais leur standard, j'ai développé un vrai dégoût pour l'étude. J'ai laissé tomber. Je ne voulais plus vivre avec cette sensation d'échec permanent. Déterminé à reprendre le contrôle, j'ai choisi de bosser dès la sortie du lycée plutôt que d'aller à l'université. À l'époque, je pensais naïvement que si j'arrêtais d'étudier, je n'aurais plus jamais besoin d'apprendre quoi que ce soit. Mais la réalité, c'est que dans le monde du travail, on apprend en permanence. Je détestais ça, jusqu'au jour où j'ai recommandé à un client un produit qui correspondait beaucoup mieux à ses besoins que celui qu'il avait prévu d'acheter. Sa réaction et son sourire, son merci a littéralement changé ma vision. C'était la première fois que je réalisais que j'aimais vraiment apprendre. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à étudier nos produits plus sérieusement que n'importe qui. Si je performe aujourd'hui, c'est grâce à ces années de travail acharné. Mais de bons résultats attirent souvent des regards envieux. Et ces derniers temps, j'ai attiré l'attention d'une personne particulièrement compliquée, Carla. Elle a rejoint notre entreprise il y a 6 mois. Elle a aussi 26 ans, et d'après ce que tout le monde raconte, elle était la meilleure vendeuse de son ancien service commercial. Quand elle est arrivée, on m'a confié sa formation. Ravi de te rencontrer. Je suis Juliana, je vais m'occuper de ta formation, lui ai-je dit. Et là, elle me sort, sérieusement? C'est toi ma formatrice? Tu n'as pas vraiment l'air fiable. T'es sûr que tu vas gérer? Je me souviens encore de son expression, une assurance presque arrogante,
comme si elle me regardait de haut. Avec le recul, je crois que je ne l'ai pas appréciée dès les premières secondes. Mais le travail reste le travail. Puisqu'on m'avait chargé de la former, je voulais bien faire les choses. Je comptais lui expliquer chaque étape clairement, avec patience, même accompagner nos envois d'un petit mot de remerciement comme je le fais toujours. Juliana, tu utilises vraiment une méthode aussi inefficace? C'est fou. Ce produit-là est plus populaire, ça devrait être évident si tu réfléchissais logiquement. Elle passait son temps à balancer ce genre de commentaires condescendants. Oui, écrire un mot de remerciement prend un peu plus de temps. Et parfois, les gens ne le lisent même pas. Mais d'autres l'apprécient sincèrement. Recevoir un simple merci, ça ne fait jamais de mal à personne. Pour moi, ce geste symbolise la reconnaissance envers les clients qui choisissent nos produits. Et pour ce qui est des ventes, ce n'est pas la popularité d'un article qui compte, mais ce que le client veut vraiment. Par exemple, si quelqu'un cherche un fruit riche en vitamine C, lui proposer une friandise juste parce qu'elle est tendance ne mène nulle part. Au mieux, c'est inutile, au pire, ça l'irrite. Cela n'arrive pas souvent, mais il vaut parfois mieux suggérer quelque chose comme l'acérola, qui contient bien plus de vitamine C que le citron, plutôt que de proposer des citrons juste parce que tout le monde les associe à cette vitamine. J'essaie toujours d'écouter les clients, de comprendre ce qu'ils cherchent vraiment et d'ajuster mes recommandations selon leurs réactions. Certes, les produits populaires plaisent à beaucoup, mais ce n'est peut-être pas ce dont la personne en face de moi a besoin. C'est ce principe que je garde en tête, et c'est ce qui guide mon approche. Bien sûr, ma méthode pouvait sembler un peu lente ou trop minutieuse, mais jamais je n'aurais imaginé qu'elle méritait d'être tournée en ridicule comme ça. Même si j'étais convaincu de ne rien faire de mal, me faire humilier et critiquer pour chaque chose que j'essayais de lui enseigner me touchait profondément. Un mois après le début de la formation de Carla, les résultats du mois sont tombés. Comme d'habitude, j'étais en tête du classement. L'équipe entière m'a applaudi et félicité, sauf Carla. Elle m'a lancé un regard chargé de jalousie, les lèvres pincées comme si elle ravalait sa frustration. À partir de ce moment-là, son attitude s'est encore détériorée. Chaque fois que j'essayais de lui transmettre des informations sur les produits, elle se moquait de moi avec un « Waouh, tu fais vraiment la nerd pour mémoriser autant de détails ». Puis elle a commencé à répandre la rumeur que j'utilisais mon physique pour conclure des ventes. Heureusement, personne n'a cru à cette absurdité, mais la violence de ses propos m'a vraiment secoué. Je me demandais ce que j'avais bien pu faire pour mériter une telle hostilité. La formation de Carla ne durait qu'un mois, et je me disais qu'une fois ce délai terminé, elle travaillerait de son côté et me laisserait respirer. Mais je me trompais lourdement. Son harcèlement n'a pas cessé une fois la formation finie. Au début, c'était des détails que j'essayais d'ignorer, mon stylo disparu, mes post-TS envolés de mon écran. Je pensais simplement être distraite. Puis, un jour, tous mes rendez-vous professionnels ont été supprimés de notre application interne. C'est là que j'ai compris que ce n'était plus un simple hasard. Tout s'est enchaîné. Des fichiers que j'avais sauvegardés dans le dossier partagé s'évanouissaient. Des fax et des courriers à mon nom terminaient dans la poubelle avant même que je puisse en prendre connaissance. Même mes appels clients étaient mystérieusement coupés. Je n'avais aucune idée de qui se cachait derrière tout ça, jusqu'au jour où la vérité s'est imposée d'elle-même. Un après-midi, en plein milieu d'une conversation téléphonique importante, la ligne s'est coupée brutalement. J'ai paniqué, regardé autour de moi, et je l'ai vue. Carla. Elle me fixait, un sourire mauvais aux lèvres, tenant le câble du téléphone qu'elle venait de débrancher. Et bien sûr, ce genre d'interruption affectait autant mon travail que l'expérience du client. Je lui ai demandé d'arrêter, mais elle a refusé d'admettre quoi que ce soit. 1. Et t'as des preuves. Tu peux prouver que c'était moi. Arrête de m'accuser sans raison, tu deviens parano. Elle me regardait de haut, avec ce sourire méprisant qui me donnait envie de hurler. Je l'avais pourtant vu débrancher le câble. Mais des preuves matérielles? Je n'en avais pas. Elle a éclaté de rire en voyant que je ne savais plus quoi répondre. Tu vois? Aucune preuve. Juste parce que tu fais de bons chiffres,
tu crois pouvoir faire la diva. Au moins, ça rééquilibre un peu les choses. Puis elle a fouillé dans mon sac. Celui posé juste à côté de mon bureau. J'étais tellement sidéré que je n'ai pas bougé d'un centimètre, la regardant sortir mon portefeuille comme si c'était normal. Elle en a retiré 5 billets de $20 et me les a lancés. Merci pour le bonus, a-t-elle lâché en riant. Continue comme ça, tu pourras m'accuser autant que tu veux. Puis elle est partie, me laissant complètement figé. C'était la goutte de trop. J'ai décidé d'en parler à mon patron. Mais sans preuve tangible, il m'a expliqué qu'il ne pouvait pas faire grand-chose. Et même si j'arrivais à en apporter, il m'a dit qu'il faudrait prouver une intention malveillante claire pour aller plus loin. Il a quand même donné un avertissement à Carla, mais rien de suffisamment sévère pour la freiner. Et évidemment, ça n'a fait qu'attiser sa haine. Dès lors, elle s'est mise à me harceler quotidiennement. Peu importe combien de fois je réorganisais mon emploi du temps, il disparaissait. Les fichiers que je créais s'évaporaient. Je devais refaire mes plannings, recréer mes documents, et mes heures supplémentaires explosaient. Depuis le début de son harcèlement, mon temps de travail avait littéralement doublé. Pour limiter les coupures d'appel, j'ai demandé à mes clients de privilégier les emails pour tout ce qui n'était pas urgent, et de m'appeler seulement si c'était indispensable, en prétextant des problèmes de ligne. Ce n'était pas idéal, surtout pour les clients habitués aux échanges rapides par téléphone, mais c'était mieux que de voir nos conversations interrompues en plein milieu. Quant aux courriers et fax que je retrouvais régulièrement dans la poubelle, j'ai fini par vérifier les déchets plusieurs fois par jour. C'était une perte de temps monumentale, mais perdre la confiance d'un client à cause d'un document manqué prendrait encore plus de temps à réparer. La confiance, c'est fragile, on met des mois à la gagner, et une seconde suffit pour la perdre. Ça, Carla ne l'avait pas compris. J'ai supporté son harcèlement pendant 5 longs mois. Puis un événement majeur est arrivé. Il y a quelques jours, j'ai été désigné comme responsable principal pour un énorme prospect. Une entreprise majeure dans le domaine des dispositifs médicaux, l'un des leaders du pays. Si on décroche ce contrat, on parle de millions. Et j'étais en bonne voie non seulement pour exploser mes objectifs trimestriels, mais aussi pour obtenir une promotion. Comme l'affaire était importante, je voulais quelqu'un de fiable à mes côtés. Mais Carla, avec son enthousiasme forcé et ses discours d'autopromotion, a réussi à convaincre mon patron de la nommer comme mon assistante. Je savais que travailler avec elle serait compliqué, mais je m'accrochais à l'idée que, professionnellement au moins, elle ferait sa part. Pas du tout. Au lieu de m'aider, elle a envoyé au client des documents concernant ses produits préférés sans me demander mon avis. Heureusement, j'ai rattrapé la situation en appelant immédiatement le client pour lui expliquer. 2 jours plus tard, il confirmait sa commande. Le devis s'élevait à 5 millions de dollars. Carla est restée complètement figée en l'apprenant. Waouh, c'est un énorme contrat. Ils ont bien retenu le produit que j'avais envoyé, pas vrai? Laisse-moi jeter un œil au devis, m'a-t-elle lancé avec un sourire avant de me le prendre des mains. Mais son expression s'est figée à mesure qu'elle parcourait le document. Rien de plus logique. Le produit finalement sélectionné n'était pas celui qu'elle avait recommandé. Carla, tu peux t'occuper de réserver nos billets d'avion? On a une réunion avec le client dans 2 semaines. Autant y aller ensemble. Quand je lui ai proposé ça, Carla s'est illuminée d'un grand sourire. J'ai vraiment cru qu'elle s'était calmée, et j'en ai presque été soulagé. Pourtant, le jour de la réunion, je me suis retrouvé complètement abandonné dans le hall de l'aéroport. La réunion était fixée à 13 heures, et chaque trajet durait environ 3 heures. J'avais prévu de retrouver Carla directement à l'aéroport sans retourner au bureau. Le départ de notre vol était programmé 1 heure avant la réunion. Mais au moment prévu, aucune trace de Carla. C'est elle qui devait me remettre mon billet avant l'embarquement. 10 minutes ont passé, puis 15. J'ai essayé de l'appeler à plusieurs reprises, mais elle ignorait mes appels. Même si je m'inquiétais pour elle, je commençais surtout à redouter de manquer notre vol. Je me suis dirigé vers le comptoir pour expliquer la situation et demander s'il était encore possible que j'embarque.
C'est là que j'ai appris quelque chose de complètement inattendu, aucun billet n'avait été réservé pour moi. Le sien, en revanche, était bien confirmé. Le visage vidé de couleur, j'ai rappelé Carla. Après plusieurs sonneries, elle a finalement décroché. Oh, désolé, j'étais en plein embarquement, j'ai pas pu répondre, m'a-t-elle lancé avec une désinvolture qui m'a mis hors de moi. Je l'ai immédiatement confrontée. Carla, on me dit qu'il n'y a aucune réservation à mon nom. Qu'est-ce que ça veut dire? La panique et la colère ont pris le dessus, et je n'ai pas pu empêcher ma voix de monter. De l'autre côté, elle s'est contentée de rire, comme si tout ça l'amusait sincèrement. On parle d'un contrat de 5 millions de dollars aujourd'hui. Tu penses vraiment que je vais me trimballer avec des déchets? Cette phrase m'a transpercé. J'ai entendu son rire sarcastique avant qu'elle ne raccroche et éteigne son téléphone, me coupant toute possibilité de la joindre. Elle avait tout prémédité. Mais il y a une chose que Carla ignorait complètement, le PDG de l'entreprise cliente, c'est mon frère. Je me suis inscrite sur la liste d'attente pour le prochain vol et j'ai appelé mon frère, Leonardo. Jusqu'ici, j'avais laissé passer ses petites piques et ses coups bas, mais cette fois c'était trop. Elle devait faire face à la réalité. Le prochain vol, puis celui d'après, était déjà complet. Je suis donc resté coincé à l'aéroport. Finalement, alors qu'il était à peine 13 heures l'heure de la réunion et seulement 15 minutes après, mon téléphone s'est mis à vibrer. Le nom qui s'affichait était « G ». L'appel arrivait beaucoup plus tôt que je ne l'aurais imaginé. En retenant un sourire, j'ai décroché. « Hello ? T'es où, exactement ? » Je viens d'arriver à l'aéroport, a lâché Carla, sur la défensive. Tu devrais pourtant savoir parfaitement où je suis, Carla. Tu n'as même pas réservé mon billet. Elle est restée muette un moment. Dépêche-toi, viens maintenant. Le PDG dit que si tu n'es pas là, l'accord tombe à l'eau. La panique dans sa voix était impossible à manquer. Et derrière elle, j'ai reconnu des voix tendues, clairement contrariées. Puis une invitation à un appel vidéo est apparue. Je savais que ça venait probablement de mon frère, exactement comme prévu, alors j'ai accepté. Le visage crispé de Carla est apparu à l'écran. Sa peau avait presque viré au gris en découvrant qui se tenait à ses côtés, mon frère, le PDG, ainsi que le directeur. Pourquoi êtes-vous là avec ces déchets à l'aéroport? Sa confusion m'a presque fait éclater de rire. Pourquoi est-ce que mon frère est avec vous? La réponse était on ne peut plus simple, c'est moi qui les avais contactés. L'entreprise où je travaille fait partie des nombreuses sociétés fondées par mon arrière-grand-père. Il avait lancé son business dans le commerce de détail, avant que l'ensemble ne se transforme au fil des décennies en un vaste groupe sidérurgique comptant un grand nombre de filiales. Du petit commerce au contrat à plusieurs millions avec les gouvernements, l'empire familial a pris de l'ampleur génération après génération jusqu'à devenir l'un des groupes les plus respectés du pays. Et bien sûr, Carla n'en savait rien. À ses yeux, je n'étais qu'une simple vendeuse chanceuse, une rivale gênante à éliminer. Elle pensait qu'en me laissant coincé à l'aéroport, elle me porterait le coup fatal, m'humilierait et mettrait un point final à ma carrière. Ce qu'elle n'avait pas anticipé, en revanche, c'est que mes ressources dépassaient largement ce qu'elle s'imaginait. Dès que l'appel vidéo s'est ouvert, j'ai vu son visage se transformer. L'expression arrogante et satisfaite qu'elle affichait habituellement s'est évaporée, laissant place à une pâleur stressée quand elle a repéré mon frère à côté du directeur. Il m'a adressé un petit sourire complice, bien conscient de la situation. Le directeur, lui, semblait furieux, comme un homme qui vient de se rendre compte qu'on l'a manipulé. J'ai dû me retenir de rire en voyant Carla avaler difficilement sa salive, tentant tant bien que mal de garder contenance. « Juliana, je savais pas que tu... » a-t-elle bafouillé. « Que mon frère est le PDG ? Non, évidemment que tu ne le savais pas. T'étais trop occupé à penser que tu pouvais dépasser tout le monde pour t'intéresser à des détails comme celui-là, pas vrai ? » ai-je répondu, calmement mais avec fermeté. Elle a tenté un sourire crispé, cherchant une manière de s'en tirer. Mon frère, fidèle à lui-même, a été direct, « Carla, pourquoi Juliana n'est-elle pas là ?
Il a ajouté d'un ton glacial que je connaissais très bien celui qu'il réservait aux gens dont il comptait se débarrasser, c'est elle qui devrait mener cette réunion. Carla s'est emmêlée dans une série d'excuses absurdes, parlant de « soucis de dernière minute » et de « malentendus ». Personne n'y croyait. Je savais très bien que Leonardo avait déjà rassemblé toutes les informations nécessaires, et cet appel n'était qu'un test pour voir jusqu'où elle irait dans ses mensonges. Un malentendu, a-t-il répété en se penchant légèrement en avant. Donc tu veux vraiment me faire croire qu'oublier de réserver le billet d'avion de ma propre sœur, celle qui a négocié ce contrat du tout début jusqu'à la signature, c'était une simple erreur? Mon frère a demandé d'un ton glacial. C'est quand même drôlement commode que toi, tu sois présente, et qu'elle soit laissée en plan à l'aéroport. À cet instant, j'ai vu des gouttes de sueur perler sur le front de Carla. Elle cherchait visiblement une excuse qui tienne la route, mais c'était trop tard. Elle était coincée, et la panique se lisait clairement dans ses yeux. Le directeur du client se leva brusquement, gêné mais ferme, et la fixa avec sévérité. Si on avait su que Juliana ne serait pas là, la réunion aurait été reportée. Notre décision s'appuie sur son travail, pas sur les documents que vous avez envoyés sans qu'on les demande, Carla. Franchement, ça a été la goutte de trop. Carla tenta d'ouvrir la bouche, mais seuls des sons confus s'en échappèrent. L'atmosphère était lourde, presque étouffante, et je sentais à quel point elle subissait chaque regard réprobateur dirigé vers elle. Je suis resté parfaitement calme, la laissant s'enfoncer. « Juliana, tu peux nous rejoindre pour clarifier tout ça ?» m'a demandé mon frère, déjà agacé par la situation. Le prochain vol est plein, mais je suis en liste d'attente. Je pourrais être là en fin d'après-midi, ai-je répondu, tentant de ne pas rire devant la scène qui se déroulait. Il hocha la tête, adressant à Carla un dernier regard tranchant. En attendant, je pense qu'on a beaucoup à régler ici. Le message ne pouvait pas être plus clair, Carla était sur le point de tout perdre. Quand l'appel s'est terminé, elle s'est éclipsée en vitesse, sûrement en train de chercher une porte de sortie ou une excuse miracle. Mais je savais déjà que peu importe où elle irait, il n'y avait plus d'issue. Je me suis accordé une respiration profonde, me préparant à la suite. Je savais très bien que dès que je remettrais les pieds dans l'entreprise, tout le monde parlerait de ce qui s'était passé et du sabotage, et de la façon dont elle s'était discréditée elle-même. Quand j'ai enfin pu embarquer sur le vol de l'après-midi, mes pensées tourbillonnaient. Je me demandais comment Carla avait pu aller aussi loin sans que personne n'intervienne avant. Pendant des mois, elle m'avait fait vivre un enfer silencieux, tentative de me discréditer, double charge de travail, mensonges, et insinuations qui me faisaient douter de moi-même. Et à présent, tout cela touchait enfin à sa fin. Quand je suis arrivé au siège de l'entreprise cliente, mon frère et le directeur m'attendaient déjà. L'ambiance était lourde, et Carla n'a pas tardé à réapparaître totalement décomposée cette fois. Elle a essayé de croiser mon regard, mais ses yeux ont immédiatement glissé ailleurs, submergés par la honte. Mon frère n'a pas perdu de temps. Carla, nous mettons fin immédiatement à notre collaboration. Merci pour votre temps, mais on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui sabote ses collègues. Juliana est responsable de ce contrat, et nous avons entièrement confiance en elle. Le coup fut brutal. Carla tenta de protester, mais mon frère leva la main pour la faire taire. Il n'y a rien à débattre. Ce groupe a besoin de gens orientés vers les résultats, pas de comportements puérils. Récupérez vos affaires et partez. La voir quitter la pièce, brisée et humiliée, m'a procuré un soulagement inattendu. Après des mois de tension, je me sentais enfin libéré. Elle avait tenté de me faire tomber, mais au final, c'est sa propre arrogance qui l'avait détruite. Une fois qu'elle eut disparu, le directeur s'est tourné vers moi avec un sourire apaisé. Juliana, nous sommes vraiment désolés pour tout cela. Nous voulons poursuivre la collaboration avec vous. J'ai simplement hoché la tête et souri. Je savais que tout cela marquait le début d'une nouvelle phase, une phase où plus personne n'oserait me rabaisser. Pourtant, même après l'avoir vu démasqué devant tout le monde, je sentais qu'un simple licenciement ne suffisait pas. Des mois de sabotage, de stress et de perte de temps ne s'effaçaient pas en un claquement de doigts. Il fallait que je m'assure qu'elle ne puisse jamais recommencer ailleurs.
De son côté, Carla semblait croire qu'elle pourrait s'en sortir comme si tout cela n'était qu'un incident mineur. Mais je n'en étais qu'au début. Dans les jours qui ont suivi, l'entreprise tout entière bruissait de rumeurs. On chuchotait quand je passais, certains collègues me félicitaient discrètement d'avoir enfin mis un terme à son comportement, tandis que d'autres, probablement ceux qui avaient profité de son influence ou craignaient de subir le même traitement, évitaient mon regard. Je gardais pourtant la tête haute. Oui, j'avais gagné mais pas sans un arrière-goût amer. Elle m'avait fait perdre tellement de temps, abîmer mon travail et failli ruiner ma réputation. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais balayer d'un revers de main. Dès le lendemain de son renvoi, elle a essayé de me contacter. Ses premiers messages faisaient presque semblant de rien, on peut discuter, ou encore, c'est juste un malentendu. Quand je les ai ignorés, son ton a changé brusquement. Tu m'as piégé, avoue-le. Et tu vas le regretter, Juliana. J'ai ri en voyant ça, puis j'ai continué à l'ignorer. Elle ne comprenait toujours pas que la partie était finie. Ma vraie vengeance a commencé le jour où j'ai décidé de dévoiler tout ce qu'elle avait fait. Pas seulement ce qu'elle m'avait fait à moi, mais aussi ce qu'elle avait infligé à d'autres collègues, des comportements qu'ils n'avaient jamais osé dénoncer. Avec l'aide du service RH et le soutien de mon frère, qui avait déjà tout compris, j'ai rassemblé chaque email suspect, chaque plainte de clients mal informés, chaque trace de ses tentatives de torpiller mon travail. J'ai compilé tout cela dans un dossier complet. Et quand je l'ai présenté à la direction, ce fut évident, Carla n'était pas juste toxique. Elle représentait un vrai danger pour n'importe quel environnement professionnel. Et ce qui s'est passé ensuite a dépassé toutes mes attentes. L'entreprise a décidé de lancer des poursuites pour faute professionnelle et atteinte à son image, affirmant que les actions de Carla avaient entraîné des pertes financières, des contrats à retravailler et un gaspillage de temps considérable. Son nom a été inscrit sur une liste de surveillance interne du secteur, ce qui signifiait que, même si elle essayait de postuler ailleurs dans le même domaine, les opportunités se feraient rares. Mais je n'avais pas encore terminé mon plan. J'ai pris contact avec quelques connaissances dans d'autres sociétés pour les prévenir discrètement à son sujet. Dans le monde des affaires, tout finit toujours par se savoir, et bientôt, sa réputation toxique s'est répandue comme une traînée de poudre. Les portes se fermaient les unes après les autres. Quelques mois plus tard, j'ai appris qu'elle tentait de se reconvertir dans un domaine totalement différent, espérant fuir la mauvaise réputation qu'elle avait elle-même créée. Pendant ce temps, ma carrière a pris un tournant décisif. Mon travail acharné a enfin été reconnu à une échelle beaucoup plus large. J'ai obtenu une promotion qui m'a placé à un poste de direction et exactement ce que Carla avait essayé d'empêcher. Désormais, j'avais non seulement davantage de pouvoir décisionnel, mais aussi la responsabilité de m'assurer qu'aucune situation comme celle que j'avais vécue ne se reproduise jamais. Ma première initiative a été de mettre en place des mesures de sécurité interne strictes pour prévenir tout sabotage similaire. Un après-midi, alors que je passais en revue plusieurs rapports, une notification de message inconnu a surgi sur mon téléphone. Bien sûr, c'était Carla. Mais cette fois, elle adoptait un ton complètement différent, suppliant une seconde chance. S'il te plaît, Juliana, je n'ai plus d'option. Je sais que j'ai fait une erreur, mais aide-moi, j'ai besoin d'une recommandation pour un emploi. J'ai fixé l'écran quelques secondes, revivant mentalement toutes les fois où j'avais dû corriger ses erreurs, toutes les humiliations qu'elle avait tenté de m'infliger, les longues nuits passées à réparer ses dégâts. Ma réponse a été concise et sans pitié, bonne chance pour gérer les déchets que tu as toi-même créés. J'ai supprimé le message sans attendre de réponse. La vie a continué, et moi aussi. J'ai compris que, peu importe les efforts de certaines personnes pour vous faire tomber, la vraie victoire réside dans la persévérance et l'intelligence. Carla n'était qu'un obstacle sur mon chemin, mais à la fin, c'est elle qui a trébuché. Et moi? J'ai avancé. Plus forte, plus préparée, et surtout, sans aucune peur des défis à venir.